Bonsoir et bienvenue dans Culturel. C'est bientôt les vacances. Qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir? On vous donne un petit aperçu de cette programmation en Sarthe avec les invités tout de suite. On va commencer avec le FIA, Fonds international d'art actuel, une belle expo à ne pas manquer qui a lieu jusqu'au 28 avril prochain. On parlera du PAF Théâtre. C'est à Maillet notamment qui est un beau projet se dessine avec des spectacles à programmer un petit peu partout en Sarthe et même ailleurs. Antoine Levaux, c'est un artiste, photographe, vidéaste qui expose à la Mixta Mediart Gallery au Mans. On en parle dans un instant et puis on finira avec Festimioche, de quoi occuper vos enfants pendant les vacances. C'est tout de suite dans Culturel. Pour nous parler de Braunwega exposé au FIA jusqu'au 28 avril, j'ai le plaisir de recevoir Claire Aymon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée des publics au FIA et Léo Ivora. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur du FIA. Je le rappelle, le FIA, c'est le Fonds international d'art actuel. Vous êtes placé juste derrière la Visitation, en plein centre-ville du Mans. L'exposition, elle est jusqu'au 28 avril. Braunwega qui me dresse un portrait de ce bel artiste. Je peux commencer. Donc Herman Braunwega, c'est un monsieur qui est né en 1933 à Lima au Pérou, donc voilà, d'origine péruvienne. Et il est décédé il y a peu de temps, en 2019, à Paris. Et lui, il est arrivé en fait en France dans les années 50 à peu près. Et c'est là vraiment qu'il a découvert dans les musées les œuvres qu'il avait connues étant petit, dans les collections de son père, qui collectionne en fait des reproductions d'œuvres d'art célèbres. Qui n'était pas péruvien, je crois, il était austro-hongrois, son père d'origine. Ouais, parce qu'il a vraiment grandi dans une famille vraiment multiculturelle. Son père était austro-hongrois, juif austro-hongrois, qui s'est exilé donc au Pérou, et sa mère était donc péruvienne, métisse, amérindienne et espagnole. Donc voilà, un grand métissage déjà dès le départ. Et donc quand il est arrivé en France, il a pu visiter les musées, le musée du Louvre, d'Orsay, et c'est là qu'il a vraiment commencé à faire des croquis, des reproductions des œuvres qu'il voyait. Voilà. Alors, on le classe, si il faut les classer, même si ça devient compliqué. Dans la figuration narrative, ça veut dire quoi ? Alors, la figuration narrative, c'est un mouvement en peinture qui est né un petit peu en opposition à l'abstraction dans les années 60. C'est très lié en fait à la volonté de revenir vers une figuration et surtout vers un art qui va avoir un message social et politique. Et pour le coup, Braunwega a des forts messages en fait dans ses tableaux, social et politique par rapport à la vie en Occident et la vie en Amérique latine. Des vies qui mélangent, il y a un vrai métissage dans ces tableaux à plein de niveaux, à la fois dans les sujets, dans ce qu'ils représentent, dans les expressions plastiques. C'est vraiment un fil conducteur de son travail, le métissage. Oui, alors le métissage, on peut l'entendre d'origine diverses, mais ça veut surtout le métissage aussi des techniques avec de la peinture, du dessin, du transfert d'images, du papier peint, des épaisseurs de peinture, donc énormément de choses. Et puis aussi dans le métissage de la culture occidentale, de la culture d'Amérique latine, et ce que ça va donner de nouveau dans le bien et aussi dans le moins bien, parce qu'il parle aussi beaucoup du passé, pour ne pas fermer les yeux, c'est comme ça un peu qu'il en parle, sur ce qui s'est passé en Amérique latine pendant de nombreuses années. Oui, c'est ça, c'est qu'il s'est installé en France où il est décédé il y a peu, en 2019. Il reste très attaché à l'Amérique latine et au pont qu'il peut y avoir historique, qui soit positif ou négatif, on va dire. Oui, c'est ça, parce que dans ces toiles, on voit toujours beaucoup de couleurs, des scènes assez amusantes, mais il y a toujours un fond politique et social derrière, notamment par le transfert de journaux. Sur beaucoup de ces toiles, on peut voir des journaux qu'il a transférés grâce à un produit spécial, de l'acétone et du white spirit. Et toujours, ce message, alors, il réinterprète aussi beaucoup de genres classiques de la peinture européenne. Donc, que ce soit par exemple la nature morte, qui va réinterpréter avec des fruits et des légumes d'Amérique latine. Des tableaux célèbres, il y a beaucoup de références dans ces œuvres. Ce qu'il appelait l'interpicturalité, c'est-à-dire reproduire à l'intérieur de ses œuvres à lui des œuvres qui existent déjà. Voilà. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont un petit peu amateurs d'art, c'est un peu un jeu de cache-cache parce qu'il y a Picasso, il y a Velázquez, il y a Matisse, on les voit même, alors il y a les interprétations des œuvres et puis on les voit, les peintres qui sont représentés directement dans les œuvres.
C'est ça, avec toujours un jeu d'anachronisme. Voilà, des peintres qui n'ont pas forcément vécu à la même époque, qui se retrouvent, qui discutent entre eux. Oui, des parce peintres... que Rembrandt n'a jamais connu Picasso, voilà, en fait, a par priori. exemple. Ou par exemple, on a un tableau avec Vermeer, le peintre Vermeer, qui peint un tableau de Mondrian ou un autre de Picasso. Voilà, toujours ce mélange, ce métissage entre les époques et entre les continents. Il se moque beaucoup, vous parliez de la figuration narrative, pas par opposition, mais parallèlement à l'abstraction. Il y a beaucoup d'ironie, notamment avec ce tableau qui finit en Mondrian. Il y a beaucoup d'humour, on va dire, dans les tableaux aussi, par les références. Il y a quand même des petites touches d'humour. Bah oui, ça reste quand même des choses qui vont être ouvertes. Alors, il va par exemple faire des parallèles entre ce qui s'est passé au Chili et mai 68. Voilà, en disant, en France, mai 68, c'était plutôt léger par rapport à des vraies révolutions comme il y a pu y avoir au Chili. Mais aussi, ça va être des petites pépites avec, par exemple, Matisse qui va regarder du coin de l'œil Picasso en train de danser. Là, on va toujours avoir des petites notes d'humour. Heureusement, sinon, ça serait une peinture très, très lourde. Et il arrive justement à donner légèreté. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir plusieurs niveaux de lecture entre une belle peinture, des choses qui vont nous attirer parce qu'il y a un beau paysage, des couleurs, quelque chose d'agréable. Et puis après, en sous-texte, entre guillemets, il va y avoir tout ce qui va vouloir dire le message politique. Et ça, c'est ce qu'il appelle les mémoires. C'est-à-dire que chacun, avec sa mémoire, avec ses références à lui, peut voir une toile de manière différente. Alors c'est vrai que du coup c'est comme un peu certains dessins animés, c'est un art à plusieurs lectures. Évidemment c'est très esthétique, donc il y a une rencontre picturale avec les couleurs, les toiles qui sont plutôt joyeuses. Et puis après il y a plein d'interprétations. Comment ça se passe alors vous proposez ce catalogue de Herman Braunweiger. Comment ça se passe justement pour l'interprétation de ces tableaux? Est-ce qu'il a donné des pistes pour qu'on soit dans la bonne interprétation, je vais dire, de ses réalisations, ou est-ce qu'il a laissé libre cours aux critiques d'art et aux amateurs pour aller chercher les références? C'est vrai que c'est souvent assez énigmatique. On a parfois le nom des peintres qui sont cités dans le titre de l'œuvre, mais voilà, en fait, il laisse beaucoup aussi aux spectateurs l'interprétation un petit peu libre de ces toiles. Parce que c'est vrai que du coup, ça pousse un peu le bouchon, j'allais dire. C'est que des fois, on voit peut-être des interprétations qui ne le sont pas parce que les artistes s'inspirent de toute façon du réel. Donc, il peut y avoir des fois des positions. On ne sait pas trop si c'est emprunté à un tableau ou si c'est une référence directe. Pour certains tableaux, il va parler, par exemple, de la dualité, alors de manière assez simple, par les couleurs, tout simplement. D'autres, il va vraiment avoir des textes, un référencement. Il va en avoir parlé, il va l'expliquer. Mais souvent, il reste quand même sur l'approche esthétique, ce qu'il a fait, pourquoi il a fait, mais il dit pas tout. Il va laisser effectivement des petits messages en sous-texte. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que chacun est libre de voir le tableau à sa manière, avec ses références et avec son époque. On va pas avoir le même positionnement par rapport à... Je sais pas, à l'œuvre en fonction des générations. En fonction des générations. On le voit avec les scolaires, les enfants de 6e vont pas voir la même chose que des grandes secondes, ou encore un public qui est déjà... qui connaît, qui a des références. Ouais, c'est ça. Puis des éléments qui sont très chargés symboliquement, et on ne peut pas le deviner si on ne connaît pas un peu la mythologie de Braunweiger. Par exemple, le chien, on trouve beaucoup de chiens dans ses toiles. En fait, le chien, voilà, c'est un élément de la vie quotidienne, mais pour lui, ça symbolise en fait la violence de la colonisation, parce que les chiens ont été apportés en Amérique latine par les colons espagnols pour soumettre en fait les peuples autochtones, éduqués à la guerre. Donc voilà. Oui, les chiens agressifs en fait. C'est ça. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de son arrivée en France. Son frère était peintre, il l'a rejoint à Paris d'ailleurs. Ouais, c'est un petit peu son frère qui l'a un peu introduit dans ce milieu intellectuel parisien. Donc frère qu'il admirait pas mal et qui l'a un petit peu qui lui a fait découvrir ce monde en fait, et qui est décédé assez jeune. Ouais. Et il a, entre guillemets, un peu pris... C'est vrai que ça coïncide à peu près la disparition de son frère avec vraiment l'éclosion folle de sa peinture. Donc il y a peut-être une histoire aussi personnelle à travers ça, de cette évolution. Comment il fait aussi, quand même, on parlait tout à l'heure, il est né au Pérou, il fait quand même pas mal de références au Pérou, à la fois par des personnages, des figures péruviennes. La danse, vous en parliez tout à l'heure, il y a plusieurs références comme ça par rapport au Pérou. Oui, Pérou, précolombien, enfin c'est assez large. Oui, Amérique latine. C'est Amérique latine. Alors effectivement, sur un grand triptyque, on va avoir même des transferts de chroniques
péruvienne en fait Oui, qui comme parle. vous disiez, c'est pas forcément des journaux Oui, français, voilà, ouais. ça peut être aussi. Alors, les chroniques, c'est des choses, comment dire, qui sont historiques, qui étaient les premiers récits en fait de la colonisation espagnole, qui étaient envoyés au roi d'Espagne et qui étaient faits par quelqu'un qui était lui-même inca d'origine, mais qui a été élevé par les Espagnols et donc qui est devenu chrétien. Donc il y a des références quand même des fois assez fortes qu'il faut aller chercher, qu'on n'a pas forcément du premier coup. Oui, Si on n'a parce que pas là, de culture hispanique, c'est très compliqué. Mais à côté de ça, il va y avoir des unes du monde. On va parler de Sarkozy, par exemple, qui apparaît. On va avoir des choses sur les découvertes au Pérou. Voilà, c'est très, très lié aux différentes époques, ce qui permet d'avoir différents niveaux de lecture et que tout le monde s'y retrouve. Et tout ça avec quand même une citation picturale de référence assez forte, avec Matisse, Picasso, Velázquez, qui vont revenir comme ses pairs en fait en peinture assez fortement, mais aussi Vermeer et toute la question du nu en art aussi qui est revenue par rapport au nu métissé qui est peu montré, voire inexistant dans la peinture classique, Ouais, c'est et ça. que lui va retravailler et mettre vraiment en avant, comme il va faire avec la nature morte, c'est-à-dire des genres occidentaux qu'il va transformer de manière plus au niveau Amérique latine. Ouais, d'où ces références aussi à Guernica, à Matisse, etc. On n'a pas besoin, là on parle pour aller un petit peu plus loin, pour donner envie peut-être à des gens qui se poseraient la question ou qui ne seraient pas de prime abord attirés par ces œuvres et ces tableaux qu'on vous a montrés, pardon. Mais c'est accessible à tout le monde parce que c'est des histoires aussi ouvertes, donc qu'on le reconnaisse ou qu'on ne décrypte pas tous les événements. On peut y aller évidemment en famille, des enfants, des plus petits aux plus grands, tout le monde peut trouver son compte dans l'exposition. Oui, ça c'est le travail de médiation aussi. Les toiles sont là. La lecture est ouverte. Après, nous, on a mis à disposition des textes, aussi des petites références d'images pour retrouver les références. Puisqu'en fait, il y a beaucoup. En fait, on les connaît, mais on n'a pas forcément l'idée. Oui, ils on sont va pas dans les notre revoir imaginaire tout de collectif, suite. mais on ne va pas le Mais retrouver voilà, directement. C'est des choses qu'on étudie à l'école. Voilà, Guernica de Picasso, les nus bleus de Matisse, c'est des choses que les enfants même reconnaissent assez facilement. Et puis, les enfants, il faut avoir confiance en eux, arrivent à voir énormément de choses dans les tableaux. Justement, parce qu'ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de filtre. Et du coup, ils voient beaucoup plus de choses que les adultes. Parfois. Ils vont un peu plus loin naturellement. Des visites guidées le dimanche, je crois ? Alors non, le samedi matin, pour les particuliers sur réservation, donc à 10h30. Et puis sinon, c'est ouvert. Sinon, on accueille beaucoup de scolaires aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est un autre travail. Mais si vos enfants ont été voir l'exposition, justement, retournez la voir avec eux. C'est une belle porte d'entrée, comme on le disait souvent, de se faire guider par les enfants dans l'exposition. Le Fonds international d'art actuel, le FIAS, c'est à la visitation. L'exposition Braunwege, elle est jusqu'au 28 avril prochain. Merci d'être venu nous parler de cette exposition. Et vous nous parlerez de la prochaine tout bientôt. Nous, on continue avec du théâtre et paf.